Les confréries sénégalaises n'ont été pour moi qu'un prétexte pour réfléchir sur les conditions d'édification et de construction d'un espace public démocratique, là où prédominent des formes d'organisation à caractère confessionnel. Et parce que ce qui m'intéressait dans mon travail, c'est critiquer ce que j'ai appelé le paradigme unificateur en politique. Par paradigme unificateur, donc, j'entends déconstruire la logique archique, c'est-à-dire la logique fusionnelle qui est au fondement de toute communauté, parce que toute communauté se définit par la logique du proprium. Et toute communauté est le lieu où s'identifient des individus différents en une entité plus vaste. De telle sorte que dans l'appréhension de la communauté, certains ont eu à parler, comme Paul Legendre, dans le désir politique de Dieu, ont eu à parler de fantasme de la communauté absolue. Ce concept aussi a été mobilisé par un autre philosophe sur lequel aussi j'ai travaillé dans le cadre de ma thèse, Frédéric Nerra, qui a consacré un ouvrage à cette logique, à cette quête de la communauté absolue. Alors pour faire mon travail, parce que c'est bon de le préciser, j'ai commencé par réfléchir sur la notion même de communauté. Et en réfléchissant sur la notion de communauté à partir des travaux d'un philosophe italien, Roberto Esposito, j'ai essayé de rapporter la communauté à son énonciation originelle, à son cadre d'énonciation originelle, qui est un registre en rapport avec, la religion chrétienne. Voilà. Donc la première énonciation, comme les penseurs l'ont eu à monter comme Étienne Tassin, la première énonciation de la notion de communauté est une énonciation théologique qu'on retrouve dans l'image du Corpus Christi. Et que donc dans la communauté, il y a l'idée que les individus doivent parvenir à une jouissance absolue en dépensant une castration. Et cette castration, elle procède d'une réalité, elle procède d'histoires en rapport avec les religieux, parce que justement, par exemple, pour sortir de la communauté de la faute, il faut, et pour dépasser cette communauté, il faut que les gens soient frères qui se retrouvent dans un registre, dans une sphère censée représenter la communauté entière. Alors, je passe aussi tous les éléments que Roberto Esposito, entre autres, a mobilisé pour parler de la logique du munus, c'est-à-dire la logique du don, qui fait que, par exemple, que les membres d'une communauté sont d'éternels débiteurs. Parce que autant on parle du coût, l'avec, mais ce qu'il s'agit de repérer dans l'avec, c'est le munus, c'est le don. C'est-à-dire qu'on participe à cette entreprise communautaire en faisant don. En faisant don de quoi? En faisant don de sa personne. Ce qui fait que, pour Esposito par exemple, la communauté est définie par un moins que par un plus. Voilà. Alors, tous ces travaux-là, ces concepts-là que j'essaie de mobiliser sur la communauté, sont destinés à réfléchir sur les possibilités qui peuvent permettre aux sujets communautaires de s'affranchir de certaines représentations identificatoires pour accéder à une subjectivation, à un processus de subjectivation qui va
par exemple dans le cadre des confréries, lui permettre de sortir de cette logique fusionnelle et accéder ici à une logique fusionnelle qui introduit la fusion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la communauté, pensée d'une certaine manière, c'est-à-dire en dehors de l'appréhension sociologique qui l'inscrit dans une certaine perspective organiciste, donc enlever ce côté organiciste, la communauté peut devenir porteuse de possibilités pouvant aménager des espaces de liberté, des espaces d'émancipation. Donc les communautés confrériques, par exemple, de plus en plus au Sénégal, peuvent être pensées comme de possibles espaces publics politiques de demain. Alors, ce constat dit, j'essaie de l'amplifier, vu aussi les logiques qui font que l'emprise communautaire est une réalité qui peut empêcher aussi, qui peut parfois provoquer la vassalisation du politique, ou introduire, disons, une situation très critique dans la société, parce que la revendication aussi identitaire, communautaire, les gens investissent l'espace du public en affichant leur appartenance. Or, l'espace public politique doit être un espace de désidentification. L'espace communautaire est un espace où on répond à la question de l'identité, à la question de qui je suis, alors que l'espace du politique est un espace où l'on dit, où on se demande ce que nous faisons ensemble. Et donc le politique a pour objectif de faire en sorte que des individus qui appartiennent à des groupes, à des tensions différentes, qui ne relèvent pas de processus identificatoires, qui relèvent de processus identificateurs différents, voire incompatibles, puissent cohabiter au sein d'un espace. Alors, donc ce qui m'intéresse au fond, dans cette question, c'est comment la communauté peut devenir un lieu qui puisse produire des logiques d'émancipation, indépendamment de ce que tous les spécialistes ont constaté depuis longtemps, que les espaces confrériques au Sénégalais ne sont plus des espaces de figuration, mais c'est des espaces de transfiguration, c'est des espaces qui sont confrontés à des paroles ouvertes, les allégeances sont multiples, les rapports entre le mourchid et le mouride sont complètement bouleversés. Alors, tous ces éléments donc, participent à faire de la communauté confessionnelle, confrérique, de toutes sortes de communautés, de possibles espaces d'émancipation. Alors, cette question a une répercussion particulière chez un philosophe, un penseur sur lequel je travaille, qui est Mohamed Iqbal, qui essaie qui s'inscrit dans une double trajectoire. Cette trajectoire que l'on perçoit dans une de ses œuvres que Eva Vitray-Meyerovitch a traduit, Reconstruire la pensée religieuse de l'islam, qui est une série de 7 conférences tenues entre 1928 et 1932, où on voit Iqbal, d'une part, critiquer une certaine tendance du soufisme, c'est la tendance contemplative, et montrer que il faudrait rompre avec cette dimension contemplative, d'ailleurs, qui a à voir avec l'importation dans l'islam de conception platonicienne, néo-platonicienne, qui était inconnue à l'univers islamique. Donc du coup, la critique de la métaphysique, ce qu'il appelle la métaphysique panthéiste-soufie, est l'un des préalables qui peut permettre à la communauté islamique, par exemple, de se réconcilier avec une tension
originelle. Et quand on parle de tension originelle, c'est justement une situation heuristique marquée par qu'a connu le monde islamique au IXe siècle, par exemple, marquée par des confrontations doctrinales, marquée par par exemple la mise en place de la Bayt al-Hikma sous le khalife al-Mamoun, qui a contribué à traduire des œuvres dans tous les domaines du savoir et par des gens qui sont venus par des spécialistes relevant de différentes cultures. Toutes ces tensions, en réalité, doivent constituer ce que Mohamed Iqbal appelle le retour à cette tradition heuristique. Voilà. Donc, d'abord, la critique de la métaphysique panthéiste-soufie, dans le but donc de libérer la communauté de cette vision contemplative, de la vita contemplativa, si vous voulez, de libérer la communauté de l'inaction. Ce qui, et c'est le deuxième élément, pas chez Iqbal, par ce qu'on appelle une philosophie de l'affirmation du sujet. Cette dimension, qui est la deuxième dimension chez Iqbal, que l'on perçoit, une philosophie de l'affirmation du sujet, fait que Iqbal pense la découverte du sujet comme une révélation inscrite dans un processus où l'individu travaille à l'ornementation de son moi. Voilà. Donc l'affirmation, donc la possibilité pour l'individu communautaire, là on voit cette possibilité, de pouvoir revendiquer une capacité à devenir une personne, à s'inscrire donc, comme le dit Souleymane Bachir Diagne, dans un processus de devenir personne. Voilà. Et cette philosophie de l'affirmation de l'ego, donc d'un ego consistant, qui est un point qui revient très souvent central dans la pensée de Mohamed Iqbal, fait que le sujet de l'islam est un sujet qui est dans un monde ouvert à la transformation. Il est conscient de ce monde. Et ce bouleversement, ce rapport, cette définition du sujet fait que Iqbal change même les termes du soufisme dans la définition qu'il va en donner. Parce que disons que dans le soufisme, on reconstruit la pensée religieuse de l'islam, que dans le soufisme le plus élevé, l'expérience unitive ne consiste pas en l'effacement du sujet, de l'ego dans la lumière du tout, mais c'est plutôt l'infini qui passe dans l'étreinte pleine d'amour du sujet fini. C'est-à-dire que le sujet doit être en mesure d'orner son moi, de sculpter son moi, de telle sorte qu'il puisse être le lieu de manifestation de la réalité ultime. Voilà. Donc, le sujet, au lieu de chercher au lieu de regarder quelque chose, comme dit Iqbal, il doit être quelque chose. Et je suis toujours là parce que c'est dans cette occasion d'être quelque chose qu'il découvre l'occasion qui lui est offerte déguiser son objectivité. Voilà. Donc, on se rend compte que la philosophie de Iqbal se traduit par une assumation, par une éthique de l'assumation de l'individu. Et cette éthique de l'assumation fait que l'individu est constamment dans ce que moi j'ai appelé une philosophie du vagabondage. Il est toujours dans une exposition au dehors et refuse donc de s'enraciner dans un espace qui l'enclôt. D'où l'injonction de Iqbal, quand il demande au sujet de brise toutes les idoles de la tribu et de la caste, brise toutes les antiques coutumes qui enchaînent les hommes.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez Iqbal, ce qui est fondamental, c'est qu'on trouve que l'appartenance est appréhendée comme le plus grand, comme de l'idolâtrie. Comme de l'idolâtrie. Et donc, l'appartenance est ce qui empêche donc au sujet de se déployer en allant, en affrontant le destin qui est en face de lui. Parce que le destin ne doit pas être quelque chose, une réalité qui lui est imposée, mais il doit être une conséquence de son action. Voilà. Et ce sujet-là doit donc apprendre à faire en sorte que son individualité puisse être une voie d'émancipation. Donc on voit bien que chez Iqbal, l'émancipation de l'individu est fondamentale, et que cette émancipation n'est pas dans une philosophie de l'extinction du sujet, comme on l'a retrouvé dans ce qu'on appelle le fana, dans cette métaphysique contemplative, métaphysique soufie, panthéiste, sur laquelle en fait la seule réalité qui existe, c'est la réalité ultime, et que tout ce qui existe dans le monde n'est qu'une apparence, n'est qu'ombre. Voilà. Donc, et que le sujet doit travailler à parvenir à la réalité ultime, et parfois par l'effacement de son moi. Voilà. Et c'est ce qui fait que il faut comprendre que déjà cette philosophie dont on parlait, qui est une philosophie de l'impermanence, qui est une philosophie du vagabondage, du sujet, en fait procède d'une constatation que fait Iqbal. Et cette constatation, c'est que la décadence du monde musulman a commencé à partir du moment où ce monde a décidé d'élaguer toutes les traditions, tous les héritages qui avaient contribué à en faire ce qu'elle était, au point qu'on ait parlé de l'âge d'or de l'islam au 8e siècle. Voilà. Et donc cette tension est donc dans cette démarche de ranimer les choses, ranimer la flamme jumelle. Et lorsque, à partir, donc en se situant à un point de départ, donc la pensée de Mohamed Iqbal, comme dit Montre Bachedian, vacille entre une fidélité et le mouvement. Et déjà, ça tombe bien qu'on soit à Saint-Louis et que l'université dans laquelle je suis s'appelle Gaston Berger. Gaston Berger, c'est un franco-sénégalais qui a développé ce qu'on a appelé la prospective. Et la prospective, il en donne une image qui est fondamentale, une métaphore. C'est la métaphore de la voiture qui, à la nuit tombée, avance sur une route noire et qui s'invente sa route au fur et à mesure qu'elle avance. Voilà. Et donc, le sujet aussi communautaire, le sujet musulman, a le devoir, doit être en mesure de savoir que sa tension créatrice implique des idéaux constamment renouvelés. Et c'est dans ces idéaux constamment renouvelés qu'il y a un travail de soi, parce qu'il peut à ce moment-là hausser son soi. Hausser son soi, parce que même Iqbal en parle aussi, quand il demande au sujet de ose-t-on sous une forme impérative, ose-t-on ego de telle sorte qu'avant de faire quelque chose, de décider quelque chose, ton destin, Dieu te demande, mais donne-moi ton avis. Donne-moi ton avis. Demande au sujet de lui donner son avis. Donc ça veut dire que le sujet en réalité est dans un processus constant de dévoilement, de révélation de ce qu'il est, de ses tensions et de ses perspectives. Et donc, je vais en revenir aussi peut-être à Iqbal encore, mais
je voudrais rapidement évoquer le rapport que j'essaie d'établir entre la pensée de Mohamed Iqbal et la pensée d'Hannah Arendt, qui est aussi un auteur sur lequel je travaille. Alors, ces conditions d'édification de l'espace public politique, j'essaie de les penser donc à la lumière d'une part de la philosophie islamique, en convoquant Iqbal, et d'autre part à la lumière de la philosophie occidentale, en sous-langue d'Hannah Arendt. Voilà. Ces deux auteurs, bon, ont tous deux essayé de substituer à des expériences corruptrices d'une certaine trajectoire, d'une certaine tradition, de nouvelles possibilités susceptibles de fonder un nouveau commencement à la portée d'un homme islamique, d'un croyant qui médite, qui hérite, médite et se souvient. Voilà, je cite Arendt dans la crise de la culture. Donc l'interrogation, la méditation aussi constitue des appels à être toujours en connexion avec un texte. Mais cette connexion, quand même, ne doit pas nous enraciner de façon définitive dans un espace, de telle sorte que notre héritage doit pouvoir se déployer en court-circuitant parfois la tradition. Parce que la tradition demande toujours à être réactualisée. Mais si René Char nous dit que notre tradition n'est précédée d'aucun testament, c'est parce que, en réalité, la tradition n'a de sens que si elle éclaire le futur. Donc, notre génération est dépositaire d'un héritage qu'il doit constamment adapter aux problématiques nouvelles. Et cette question est fondamentale pour le monde islamique. Parce qu'il faut sortir, donc constamment, il faut sortir de la crispation identitaire. Il faut essayer de dépasser les enfermements comme Iqbal en parle. Et que il faut aussi voir que Iqbal, on lui a reproché le fait que, parce que c'est l'un des théoriciens de l'État indépendant du Pakistan, et qu'on lui a reproché d'avoir, malgré sa philosophie cosmopolite, humaniste qu'il défend, quand même de revendiquer une appartenance au peuple. Mais Iqbal pense que la meilleure façon pour les musulmans de régler le problème et de dépasser une situation de crise, et de se réconcilier avec ce dont nous avons parlé tout à l'heure, une situation heuristique traversée par de véritables discussions, c'est d'aborder le problème depuis un cadre. Et ce cadre-là ne peut être que leur cadre. Un cadre qui s'aménage eux-mêmes, un cadre à partir duquel ils vont se déployer pour s'exposer au dehors, pour s'exposer à tout. Donc le plus important en réalité, par rapport à la subjectivation, parce que aussi le travail que l'on peut faire sur Iqbal a l'avantage aussi de montrer que l'Occident n'a pas l'exclusivité de la pensée du sujet. La subjectivité a été pensée dans d'autres univers. Et la pensée de Mohamed Iqbal, effectivement, atteste de cette réalité. Donc, on a cet avantage. L'enjeu aussi de la philosophie iqbalienne, ce n'est pas seulement la déconstruction de la métaphysique de Sophie, ce n'est pas la critique des visions orthodoxes, légalitaristes, littéralistes qui sont venus empêcher le déploiement de l'islam, mais c'est aussi l'injonction
de faire en sorte que le sujet puisse s'affirmer malgré son appartenance dans une communauté d'identification. Voilà. Donc, ce que je défends, l'idée que je défends dans mon travail, c'est justement comment faire en sorte que les communautés, surtout les communautés religieuses, confessionnelles, puissent dépasser leur logique fusionnelle. Voilà, leur logique de communion, leur logique paroxystique, pour parvenir à introduire une brèche. Voilà. Et cette brèche, c'est tout le travail dont parle Roberto Esposito lorsqu'il dit que la modernité a pour projet, c'est un projet humanitaire contre la communitas, contre la communauté. Voilà. Mais la communauté n'est pas négative. Mais la question donc à se poser, c'est comment faire en sorte que le musulman, dans un contexte précis, puisse se réconcilier avec une tradition qui l'ouvre au vagabondage. Parce que la culture islamique, j'ai l'habitude de le dire, entre guillemets, et je ne parle pas de culture en termes d'assignation identitaire, mais la culture islamique a toujours été une culture du vagabondage. Et la crise, comme je l'ai dit tout à l'heure, intervient à chaque fois qu'on cherche à nier une part importante qui a contribué à faire d'une tradition, d'une civilisation, c'est ce qu'elle est. Notre identité se découvre par notre confrontation à autrui. En parlant de ça, tout à l'heure, j'ai parlé de la philosophie du vagabondage. Je pense à la philosophie du vagabondage, à la philosophie où l'individu s'expose dans une démarche d'exposition au dehors, et que cette idée est donc fondamentalement éthique. Et ce caractère est ce qui permet au sujet d'accepter la différence, de se confronter même à la difficile question de la différence. Et savoir que vivre dans un espace, c'est apprendre à différencier ces affiliations préalables, ces inscriptions différentes des actions par lesquelles on prend part à la politique. Donc, le sujet politique tel qu'on en parle est un sujet, c'est le même sujet, c'est le même sujet que l'on retrouve dans l'espace communautaire. Parce que ce sujet, en réalité, contrairement à ce que l'on pense, ce n'est pas un sujet qui est fiché, c'est un sujet qui est constamment dans des logiques de reterritorialisation, mais de déterritorialisation. Il est dans des espaces caractérisés par un incessant va-et-vient. Ce sont des espaces poreux. Et cette porosité l'affecte dans son énonciation, de telle sorte que son identité se conçoit toujours dans sa rencontre avec autrui. Et ça, c'est un projet c'est dans une dimension, ça rejoint la logique de l'émancipation. Rancière définit la logique politique comme une logique hétérologique. Pourquoi? Parce que le sujet est un sujet qui participe à qui participe à des contraires. Il n'y a pas, donc il faut sortir de cette logique du propre. La logique du propre, il faut s'en sortir, il faut dépasser ces logiques et essayer justement de prendre en charge l'importance de la reconnaissance des appartenances, la prise en charge des appartenances des individus dans des contextes, sans pour autant que ces appartenances puissent remettre en cause leur action politique. Voilà. Et que donc je terminerai par là en évoquant
les mots toujours dans la perspective de société ouverte, dans la perspective d'énoncer des nouvelles possibilités de commencement qui exposent, qui permettent des changements. Je conclurai donc par Jaurès disant que de la tradition, qu'elle ne consiste pas qu'elle ne consiste pas dans les cendres, mais dans les flammes. La tradition n'est pas dans les cendres, dans les flammes. Donc, il appartient au monde musulman de retrouver sa tension originelle. Sa tension originelle, non pas en empayant des traditions qui ont existé, mais en s'adaptant au temps et à l'espace et en prenant en charge aussi les spécificités, parce que l'islam n'est pas un. L'islam est multiple et c'est cette diversité qui fait de l'islam un lieu où on puisse élaborer des logiques d'émancipation qui rompent avec toutes les politiques de la mort que l'on voit présentement dans le monde et qui défigurent l'islam au point de le rendre semblable à la statue du dieu Glaucus marin, qui a été affecté par les tempêtes, par la rouille, par le temps, au point de ressembler à une bête féroce qu'à un dieu. Donc il faudrait qu'on travaille à désaliéner le monde musulman de ces représentations homogènes, de ces représentations qui enferment l'islam passe à travers les épiphénomènes qui représentent qu'une catégorie des musulmans. Voilà.